Entrons dans le vif du sujet, je vous le propose, ce sont les brèves de la semaine. Alors les brèves de la semaine, on va commencer notamment par Black Mirror. Black Mirror qui a eu sa saison 6 cet été sur Netflix, et ça faisait un moment qu'on attendait des nouvelles du renouvellement ou pas de cette série qui est évidemment dans l'air du temps, hein, toujours autant comme on l'a vu dans cette saison 6, qu'on avait moyennement aimé, hein. Écoutez notre épisode dédié avec Adrien qu'on a sorti l'été dernier. Et il se trouve que Netflix a pris le temps de discuter avec Charlie Brooker, et ça y est, il y aura bien une saison 7 de Black Mirror sur Netflix. C'est pas vraiment une surprise, hein, puisque la série s'est classée très vite, très très haut dans beaucoup de pays dans le monde, et pendant très longtemps en fait, hein, pendant au moins 4 semaines. Donc c'était évident qu'il y aurait une saison 7 à partir du moment où Charlie Brooker serait inspiré, tout simplement. Donc visiblement, ils ont discuté avec Netflix, et tout se passe bien, puisqu'ils ont signé à nouveau, donc voilà. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, nous, on n'avait pas spécialement aimé la saison 6. Il y avait quelques épisodes à sauver. En fait, c'est ça, c'est un peu la construction aussi de la saison qui fait ça. Le premier épisode était sympa, puis au fur et à mesure, je trouve que c'était un peu moins bon. Mais après, à voir s'il y a au moins 1 ou 2 épisodes qui ressortent dans cette saison 7 et qui sont cool, pourquoi pas, quoi. T'en as pensé quoi, toi, Ben Déjà, est-ce que t'as vu Black Mirror? Alors, c'est une licence laquelle je suis passé assez à côté. Ouais. J'ai pioché comme ça des petits épisodes de temps en temps. Je trouve que de ce que j'ai vu, c'est vraiment cool, mais je me suis jamais mis complètement à l'intérieur. Ouais. Par contre, j'avais vachement aimé l'épisode interactif qu'ils avaient fait il y a quelques années, qui était vraiment bien. Du coup, je refaisais plusieurs fois pour essayer d'avoir un petit peu toutes les fins possibles. Ce truc de série dont vous êtes le héros, c'était cool. C'était cool, ouais. C'était un bon délire. Et en plus, il y avait des bons acteurs. Il y avait Will Poulter qui était dedans, qui faisait le développeur de jeux vidéo dans mes souvenirs. Ouais. C'est ça, hein, ouais. C'était un épisode très cool, ouais. Mais en même temps, cette saison, il faut se renouveler aussi, c'est compliqué. Hein. Ça fait un bout de temps que ça existe. Hein. Forcément, ouais. C'est dur. Ouais. Donc Black Mirror, ça continue. On espère quand même que la saison 7 sera un petit peu moins inégale que la saison 6. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et moi, honnêtement, j'étais assez chaud, hein, pour un certain nombre de trucs. Mais je trouve qu'il y avait certains épisodes qui n'avaient pas spécialement leur place dans cette saison 6, dans un truc qui s'appelait Black Mirror. Moi, je pensais qu'il y a peut-être... Ouais. Ah non, oui, ouais. Il y avait peut-être moyen de faire une espèce de spin-off, en fait. Un nouveau guest. Le nouveau guest, évidemment. Alors pour les gens qui nous regardent en vidéo. Le chat d'Adrien, bien entendu. Voilà, qui est un petit peu notre mascotte, l'air de rien. Tout à fait. Autre brève au sujet de la saga Jason Bourne qui va continuer, a priori, Adrien. Ouais, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu un nouveau Jason Bourne, et Universal en fait planifie un nouveau film avec Matt Damon, si tout va bien, et le réalisateur de À l'Ouest, rien de nouveau, qui avait été un vrai carton sur Netflix, réalisateur qui s'appelle Edward Berger, et en fait le réalisateur donc serait très bien parti pour travailler sur cette suite, c'est quasiment sûr. Et si le projet en est qu'à ses débuts, pour l'instant il n'y a pas de scénario, il n'y a pas ni de scénario ni de scénariste en fait attaché au projet. C'est sûr et certain que Universal va lancer la franchise. Pour l'instant, on n'en sait pas plus parce qu'en fait Jason Bourne, ça a commencé aussi un petit peu à s'essouffler dans le dernier épisode, parce que c'était à la base d'une trilogie. Ensuite il y a eu un spin-off avec Jeremy Renner qui revenait sur un autre espion, et un 4e épisode qui se déroulait en grande partie à Las Vegas, où Jason Bourne affrontait Vincent Cassel, ce qui n'était pas foufou. C'était loin d'être le meilleur épisode de la franchise, et on se disait qu'elle était un peu morte et enterrée. En tout cas, voilà, on n'était pas spécialement obligé d'en faire une suite. Ouais. Rappelle quand même qu'elle a quand même rapporté cette licence 1,6 milliard de dollars au box-office, hein, ce qui est quand même pas rien quand on c'est correct. pense juste aux 5 films si on compte le spin-off. Donc voilà, Universal qui est sur le coup, on sait pas, on n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, on va parler de remake et de reboot. Hollywood a toujours besoin de continuer à faire des suites. Donc, le cycle sans fin. Ben, c'est une licence que tu affectionnes un petit peu, Jason Bourne, ou pas trop? On a perdu Ben. Peut-être perdu Ben, qui est plus avec nous. Problème de son de la part de Ben. Un petit problème avec Ben, bien sûr. Alors,
Tout va bien, ne vous inquiétez pas, ce sont les aléas du direct, mais on va bien sûr meubler. Perso, je verrais bien un reboot de Planète Hurlante aussi. La prière a pas marché, désolé. Ben est de retour. Ben, je te demandais si... Petite déconnexion. La pause pipi, c'est pas tout de suite, Ben. Hein. Faut attendre un peu, là. Je te demandais si la saga Jason Bourne, c'était une saga que tu affectionnais. Ouais, grand fan. Grand fan. J'avais bien aimé aussi justement, tease un petit peu remake, reboot et compagnie. La tentative qu'ils avaient faite avec Jeremy Renner. Ouais, le spin-off, ouais. J'ai toujours du mal avec les noms, mais... Ok, dans les Avengers, ouais. C'était vraiment cool, et ça montrait que tu pouvais vraiment avoir ce truc d'univers cohérent où tu rajoutes un petit bonhomme et ça reste cohérent. Mais ouais, de base, la licence Jason Bourne, vraiment cool. T'avais un truc que James Bond, mais en étant beaucoup plus sérieux, beaucoup plus proche d'une réalité. Et non, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, tu parles de ça, mais c'est vrai que tous les James Bond après, avec Daniel Craig, se sont inspirés de Jason Bourne pour faire un James Bond beaucoup plus brut, beaucoup plus, tu vois. Ouais, clairement. Grave. Autre brève que je vous propose cette semaine au sujet du film Naruto. Oui, il y a un film Naruto. En fait, les gens l'avaient oublié, mais ça fait depuis 2015 que Lionsgate travaille sur une adaptation live-action de Naruto, la saga évidemment de manga et d'animé culte désormais, depuis 2007 je crois, c'est sorti en 2007 ou quelque chose comme ça, Naruto. Et en fait, il se trouve que c'est un article de Variety qui est sorti la semaine dernière et qui revient sur les 10 grands scénaristes qu'il faut suivre dans les prochaines années, et ils ont name-droppé le nom de Tasha Huo, qui serait en fait en charge de scénariser le film Naruto. Et ça faisait depuis 2015, grosso modo, qu'on n'entendait plus trop parler de ce projet, et donc ce projet est revenu un petit peu sur le devant de la scène après cette information de Variety, qui est évidemment très bien informée, et qui vient confirmer que le projet est tout sauf mort chez Lionsgate, et on s'imagine bien que le succès d'estime rencontré par One Piece, la série live-action sur Netflix, n'y est pas pour rien, bien entendu. Donc tout ça, évidemment, ça remet une pièce dans l'engrenage de se dire, bah en fait, on va l'avoir ce film Naruto en live action. C'est évidemment extrêmement casse-gueule, ce genre de projet. On l'a déjà vu à maintes et maintes reprises, que ce soit par les Japonais eux-mêmes, mais aussi quand ce sont les Américains qui s'en occupent. Donc évidemment, tout ça... Ça laisse rêveur, ça laisse curieux. On espère que ça sera bien fait. Si ça arrive un jour à voir le jour. Bah, en fait, c'est étonnant qu'ils en fassent un film et pas une série. Tu parlais justement, tu vois, de One Piece. Naruto mérite une série si t'en fais un live action. Il y a tellement d'arcs à adapter. Alors, ils peuvent faire les deux aussi. Clairement. En parallèle, tu penses ? Pourquoi pas. En fait, s'ils reprennent un petit peu la structure des animés et des mangas, tu sais, dans les animés, régulièrement, t'as un film qui pop comme ça, et après, sinon, t'as la série globale... Oui. C'est le truc, et ils peuvent du coup tester avec un film, voir la réception du public, et ensuite faire une série si jamais ça prend, quoi. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Alors moi, je suis vraiment nul en Naruto, je l'admets, j'ai maté quelques épisodes grâce à mon neveu, mais sinon, j'ai jamais vraiment maté un Naruto plus que ça. Mais la bonne surprise One Piece me donne envie de voir Naruto en live action, justement pour me mettre dans l'univers. La série One Piece m'avait donné envie de lire les mangas et de découvrir l'animé, donc pourquoi pas, quoi. Ça peut être pas mal. Ouais. C'est clair. Bah, j'ai eu la même chose sur One Piece, tu vois. One Piece, je suis passé complètement à côté du manga et de l'animé, parce que je trouve que les dessins quand même sont particuliers. Et le fait de voir la série, je me suis vachement intéressé. Je me suis regardé peut-être 20 vidéos sur YouTube qui me parlaient du lore de One Piece pour apprendre davantage de choses dessus. Donc ça marche bien. Ah mais ils sont très forts. C'est, je trouve, le meilleur coup marketing de Netflix de cette année. Clair. Ils sont très bons. C'est clair. Ouais, non, moi j'ai trop hâte, évidemment. C'est trop drôle que cette news coïncide avec tout ça, puisqu'en ce moment, avec ma compagne, on est en train de se faire un rewatch de Naruto. On a commencé à l'épisode 1, et on en est rendu à la fin de la saison 1 déjà. Donc bon, il nous en reste 8 quand même, mais il faut s'accrocher. Mais après, c'est que du bonheur. Donc, Tu tapes tes meilleurs Naruto run dans la maison. Ça, oui. Exactement. Donc
voilà pour cette news au sujet de Naruto. On a une nouvelle brève à vous faire parvenir au sujet de Very Bad Trip 4. C'est une possibilité, ça, Adrien ? Exactement, c'est Bradley Cooper qui est actuellement en promotion pour son film Maestro, qui a été présenté à Venise et qui sera diffusé sur Netflix, qui donc là fait la promotion dans le podcast du New Yorker sur le film, mais il a aussi parlé de Very Bad Trip, donc The Hangover en version originale, et il rappelle en fait toute son affection pour la franchise. C'est quand même la saga qu'il a fait connaître au grand public. Franchement, il doit beaucoup de choses à Very Bad Trip, et pour lui, un Very Bad Trip 4, c'est pas déconnant, et il explique en fait qu'il pourrait complètement faire un Very Bad Trip 4 si le réalisateur Todd Phillips est aux manettes, et si le reste du casting, pareil, revient dans cette suite. Je le cite, malheureusement, je ne pense pas que Todd Phillips le fera, mais je ferai probablement Very Bad Trip 4 sans réfléchir, simplement parce que j'aime Todd, j'aime Zach, j'aime Ed énormément, je le ferai probablement. Donc il dit vraiment je le ferai du jour au lendemain si on me demande de le faire, quoi. Ok. Alors précisons que Todd Phillips est maintenant le réalisateur de Joker, qui est devenu une saga aussi, parce qu'il y a eu Joker en 2019 et la Joker Folie à 2 qui sortira en 2024, qui va être l'un des films les plus attendus de 2024. C'est clair. On verra Joaquin Phoenix et Lady Gaga ensemble en Joker et Harley Quinn, et donc forcément Todd Phillips a peut-être d'autres chats à fouetter que de revenir à la saga Very Bad Trip. Il en est peut-être un peu loin de tout ça. T'as l'impression qu'il a été un petit peu adoubé par la critique. Alors même si Very Bad Trip avait pas non plus été conspué, hein, mais là il y a un côté maintenant Todd Phillips c'est autre chose. Hein, c'est un réalisateur qui c'est un auteur. Ouais, non, mais il y a un côté, tu sais, c'est pas la même chose de faire des films qui ont été vus partout dans le monde, que faire des films qui, en plus, on se cachait un petit peu, ça fait bien en festival, quoi. Ouais. Genre Joker, il a été présenté à Venise, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Il a eu un run sur toutes les cérémonies de remise de prix de l'an suivant. C'est pas la même chose que Very Bad Trip. Donc, est-ce que Todd Phillips a envie d'un Very Bad Trip 4 ou pas? Ça, c'est à lui de répondre à cette question. Mais si ça se trouve, ils ont des idées. C'est peut-être pas pour rien que Bradley Cooper en parle, d'ailleurs. Bah en fait, il a un virage de carrière intéressant, un peu à la Adam McKay. Adam McKay qui avait fait Step Brothers, qui avait fait Anchorman, etc. Donc c'était des pures comédies ricaines, voilà, qui sont excellentes, hein, c'est des super comédies. Et d'un coup, qui ont eu un virage un peu plus sérieux, Adam McKay avec The Big Short, ensuite Don't Look Up, etc. Pareil pour Todd Phillips, Joker, de ce genre de film, quoi. Donc c'est intéressant, ces mecs qui viennent de la pure grosse comédie, qu'on voit plus d'ailleurs aujourd'hui, je trouve, aux États-Unis. Il y en a plus trop des comédies comme ça, et qui ont ce virage un peu plus sérieux et en même temps très grand public, parce que Joker avait dépassé le milliard dans mes souvenirs, ce qui est assez incroyable, quoi. Est-ce que toi, potentiellement, Ben, t'aimerais bien un Very Bad Trip 4 si jamais ça se fait? Bah, dans l'idée, j'irai le voir. Après, est-ce que j'ai envie de le voir réellement? Pas sûr. Ouais. Parce que je me souviens du 1. Le 2 et le 3, je sais que je les ai vus, je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. C'est en Thaïlande, le 2. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il est un peu malaisant. Le 2, c'est avec Mike Tyson, c'est ça? Non, c'est dans le premier, le Mike Tyson. C'est dans le premier. Le premier, ouais. Ouais, moi je les confonds un peu tous parce que pour moi c'est 3 fois le même film en fait, et je les ai vus tous les 3, hein, mais c'est vrai que ça devient complètement confus, un petit peu comme un épisode de Very Bad Trip au final pour ces personnages. Et tu parlais de scénaristes qui avaient fait un virage de la comédie au sérieux. Il y a un très bon exemple de ça, hein, c'est Craig Mazin quand même. Craig Mazin, The Last of Us, Tchernobyl récemment, mais c'est quand même Scary Movie 3-4, Super Hero Movie, c'est Very Bad Trip 2 et 3 quand même. Voilà, ouais. Oui, donc comme quoi en fait tu peux faire de la grosse comédie potache et derrière avoir des prix Exactement. Et avoir la meilleure série de HBO quasiment sur ton CV, pourquoi pas. En parlant d'auteur finalement, je vous propose de parler du futur projet de James Gunn. James Gunn dont le futur projet sort en 2025, hein, il a été confirmé, Superman Legacy sortira bien en juillet 2025 à sa date qui était prévue avant les grèves. On a désormais des informations concernant le casting de ce film. Alors on savait déjà qui serait Lois Lane et Clark Kent, on sait désormais qui jouera comment il s'appelle, Jimmy Olsen. Ce sera nul autre que Skyler Gisondo. Alors vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans Licorice Pizza, oui c'est ça, et The Righteous Gemstones, ainsi que Santa Clarita Diet. Moi très honnêtement,
j'ai pas trop vu ses précédents rôles, mais c'est le mec que tu vois des fois de temps en temps en second rôle, quoi. Mais Licorice Pizza, il a un rôle marrant dedans, quoi. Mais faut s'en rappeler. Ouais, exactement. Et surtout, grosse news de casting, évidemment, c'est l'antagoniste de Superman dans Superman Legacy. Ce sera Lex Luthor, et il aurait pu jouer Superman, puisqu'on le savait en négociation avancée. Nicholas Hoult jouera finalement Lex Luthor. Nicholas Hoult que vous connaissez bien entendu, hein, puisque c'est X-Men First Class, c'est Mad Max Fury Road, c'est bien d'autres choses aussi. Skins à l'époque. Oui, c'est vrai. Tolkien aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, mais Nicholas Hoult, c'est quand même déjà une carrière. Hein. Et donc Nicholas Hoult sera le nouveau Lex Luthor de DC Comics, de DC Studios, après des incarnations évidemment très importantes, hein, comme celle de Marlon Brando, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg. Donc voilà, Nicholas Hoult. Est-ce qu'on y croit en Lex Luthor? Ça vous parle? Franchement, ouais, c'est dans la droite lignée de ce que veut faire James Gunn, de rajeunir Superman, tu le sens. Parce que c'est franchement que des acteurs du même âge, j'ai l'impression, pour le film. Que ce soit petite trentaine, que ce soit petite trentaine, etc. Donc tu sens qu'il veut faire un truc frais, coloré, rafraîchissant, un peu comme ce qu'il... Enfin, il sait faire ça, hein, James Gunn avec les Gardiens, c'était ça. Donc franchement, je suis chaud. Et Nicholas Hoult, j'aime énormément ce mec-là. Regardez The Menu avec lui, qui est sorti il y a pas si longtemps, où il fait un mec qui va dans un restaurant gastronomique, et je vous raconte pas la suite, mais franchement, ça part en vrille, et il est très très bon cet acteur. Franchement, non, je suis chaud. Très cool. Ouais, pareil, hein, je trouve que c'est un choix intéressant, et puis c'est un très bon acteur, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Après, il faut voir quelle tête il va avoir, parce qu'on est habitué quand même à l'avoir avec beaucoup de cheveux. Là, du coup, il va être crâne rasé, ça va le faire... Pourquoi pas, hein. Ouais, ça va être une autre version, pourquoi pas. Ouais. Et je pense que justement, ça va aider à se détacher en plus des autres rôles qu'il avait déjà eu. C'est vrai. Oui, et si ça se trouve, ils vont peut-être faire un truc un peu, on va dire, difficile, c'est de le faire jouer avec des cheveux sur une partie du film. Ah, ouais. Ce qui était le cas avec Jesse Eisenberg. Hein, pourquoi pas, hein. Batman v Superman aussi. Exactement. Alors Lactic dans le chat qui nous demande il y aura plus du tout Snyder pour du Superman. Bah écoute, Zack Snyder pour l'instant n'est pas du tout concerné par les nouveaux projets de DC Studios, et justement la volonté de Warner, c'est un peu d'assumer la cassure avec l'ancien DC Studios et de partir sur autre chose. Alors, c'est pas dit qu'un jour Zack Snyder ait pas un projet au sein de DC Studios nouveau, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif, et c'est partir sur une nouvelle vision, celle de James Gunn et de Peter Safran, qui sont les deux têtes pensantes du nouveau DC Studios, et à voir ce que ça donnera par la suite, mais pour l'instant, le Snyderverse, tel qu'on l'a connu et tel que certains ont voulu nous le faire manger, bah, il est mort, pour le moment. Ouais, et Snyder bosse actuellement sur... Enfin, il a fini de bosser parce que ses films sortent à la fin de l'année. Rebel Moon plutôt. Partie 1 fin décembre et partie 2 en avril-mai 2024, si je me trompe. Ouais, je crois que c'est avril, ouais. Qui est son space dans ces zones-là, ouais. Son space opéra. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Grave. Pareil, on en reparlera bientôt dans l'émission, mais ouais, je suis très chaud aussi. Grave. Alors on termine cette section brève avec deux news pas ouf, mais il faut les traiter quand même. Adrien, je te donne la parole au sujet de Jamie Foxx. Ouais, alors Jamie Foxx, comme tu l'as dit, c'est une news pas ouf, mais en fait il est poursuivi pour une agression sexuelle présumée qui serait survenue en 2015 dans un bar sur un toit à New York, très précisément. La plaignante, qui est identifiée comme Jane Doe, donc en fait qui n'a pas donné son nom aux États-Unis, John Doe, Jane Doe, en fait c'est quand on veut pas donner son prénom et son nom. En fait, cette femme affirme que Foxx l'aurait agressée contre son gré. Lui, de son côté, l'acteur nie les allégations, mais tout ça pointe quand même vers un procès similaire et rejeté en 2020, et il envisage aussi de contre-poursuivre pour justement attaque malveillante. Pour diffamation, c'est pour diffamation, et tout ça, bah, forcément, ça met l'acteur un petit peu dans la tourmente, et on ne sait pas exactement si ça va jouer sur de futurs contrats, de futurs rôles. On peut mettre ça peut-être un petit peu en parallèle avec ce qui se passe avec Jonathan Majors, de son côté, lui aussi qui joue Kang. Pareil, les histoires de procès, c'est jamais bon à Hollywood, donc voilà. À voir si ça se tasse un petit peu, voir comment ça se déroule. En tout cas, voilà, c'est une news quand même qu'on voulait rapporter. Parce que, bien sûr.
Pas que de la joie à Hollywood. On vous tiendra au courant, hein, évidemment, s'il y a des développements à ce sujet. Tout comme sur cette dernière brève de cette séquence. Alors, vous le savez, évidemment, le conflit israélo-palestinien fait évidemment de nombreuses victimes chaque jour sur le sol du conflit, bien entendu. Mais il y a aussi un conflit qui est médiatique et qui se joue un petit peu partout dans le monde et qui est très compliqué à gérer pour beaucoup de monde, puisque il y a des stars qui prennent position et il y a des marques qui sont pas spécialement d'accord avec certaines positions qui sont tenues par certaines stars, et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec la star de Scream, Melissa Barrera, Scream 5 et 6 de mémoire. Elle devait être la tête d'affiche de Scream 7 et a été virée pour ses positions prises sur Instagram. Elle a ouvertement dit son soutien au peuple palestinien, sans spécifiquement accuser... Ah si, elle a quand même accusé le gouvernement israélien de perpétuer un génocide, etc. Donc voilà, il se trouve que ça ne passe pas du tout du côté de Paramount, qui a pris les devants et a complètement terminé le contrat en fait de cette actrice, et a expliqué en fait que pour eux c'était leur position, elle est claire. Ils ont une tolérance zéro pour l'antisémitisme. Donc elle part du principe que la marque part du principe que l'actrice a fait preuve d'antisémitisme. Je suis pas spécialement sûr d'être d'accord avec ses propos, mais écoute, c'est comme ça. En tout cas, il se trouve que la marque a pris ses distances avec l'actrice et qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est-à-dire qu'a priori, Jenna Ortega aurait menacé, elle aussi, de casser son contrat et de ne pas honorer son contrat pour Scream 7 en soutien à l'actrice. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait joué cette affaire, mais compliqué de revenir sur ce genre de choses. C'est un peu flou du côté de Jenna Ortega. Est-ce qu'elle aurait soutenu son ami, parce que c'est sa pote. Exactement. Et donc ça lui aurait coûté sa place de Scream 7. Est-ce que c'est une histoire de contrat? Apparemment ça parle aussi d'histoire de planning, parce qu'elle a un gros planning chargé avec mercredi saison 2, etc., etc. Donc bon, c'est un peu compliqué, et c'est pas la seule affaire à Hollywood. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, que ce soit des directeurs de casting qui soutiennent Israël ou Palestine, des scénaristes, des acteurs. Voilà, il y a Suzanne Sarandon aussi qui était mis en cause, Tom Cruise qui est intervenu pour défendre aussi quelqu'un du milieu. Voilà, ça prend vachement d'ampleur à Hollywood. Ça montre aussi que c'est un débat qui polarise énormément et qui va peut-être impacter certaines productions et certains acteurs. La preuve avec l'actrice de Scream 7. Enfin, on peut peut-être préciser juste que c'est pas parce qu'il y a un conflit qu'il y a forcément deux camps en fait. Non, et qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit d'être horrifié par ce qui est en train de se passer d'un côté comme de l'autre en fait. Exactement. Donc voilà, c'est juste pour conclure là-dessus, c'est tragique ce qui est en train de se passer, et je trouve que mettre un peu d'huile sur le feu sur toutes ces choses-là, c'est jamais très bon. Donc voilà, je vous propose qu'on conclue cette partie brève de cette semaine